Ok, super. Très bien. Donc, on va essayer de parler aujourd'hui de de ce dont on a parlé la dernière fois. Et donc, de quoi est-ce qu'on a parlé la dernière fois? C'était il y a longtemps, hein. Des antidotes, on a parlé. Les antidotes dont on a parlé. Les antidotes à quoi? Des antidotes aux esprits agités, aux, aux mauvais sentiments, etc. Oui, Quand on médite, on peut transformer son esprit avec des antidotes. exactement. Myriam a tout appris par cœur. Par cœur. Non, mais pas par cœur, par Vous avez cœur. entendu ce qu'elle a dit? Ouais? Ok, très bien. Parce que je n'ai pas un bon son. Oui, en effet, c'est pour essayer de transformer notre esprit, d'essayer de trouver des antidotes, ouais, pour contrecarrer des émotions malsaines, ouais, parce que on est tous venus ici pour essayer de trouver un peu plus de bonheur. Ouais, ça veut dire que tout ce qu'on fait, tous nos actes physiques, verbaux, mentaux sont exclusivement tournés vers le bonheur. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Qui est venu pour souffrir? Ça peut s'arranger, hein. Vous vous y échappez sur Internet. Mais en effet, euh, dès l'instant où on se réveille le matin, dès l'instant où on fait quelque chose avec ses amis, un repas, une discussion, euh, une activité, quelle qu'elle soit, c'est pour essayer de pallier à nos souffrances, pour échapper le plus possible à nos souffrances, ouais. Parce que c'est un droit légitime et naturel que de vouloir être heureux. Ouais, ça n'a rien à voir avec l'égocentrisme. C'est pas parce que on se dit je souhaite être heureux que ce serait nécessairement de l'égocentrisme. Est-ce que vous êtes d'accord? Ok. Quelle attitude ce serait si c'était égocentrique? Oui. Le bonheur, rechercher le bonheur en dépit des autres, exactement. Oui, ça veut dire que si on choisit son propre bonheur au détriment de celui d'autrui, en effet, là, ça devient égocentrique. Vous êtes d'accord? Ok, très bien, très bien. Donc, en effet, on peut vouloir être heureux sans que ça empiète sur le bonheur d'autrui. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on fait pour obtenir plus de bonheur? Est-ce qu'il faut aller nécessairement au supermarché? Est-ce que ça se trouve au rayon bio du supermarché, le bonheur? Exactement. Exactement. Dès l'instant où on fait attention, oui, et qu'on partage avec les autres, exactement. Tout à fait. Oui. Et on n'est pas toujours avec les autres. Exactement. Tout à fait. Ça veut dire qu'on peut être seul et bonjour. On peut être seul, c'est pas de souci. On peut être seul et malgré tout, penser aux autres sans nécessairement partager d'une manière très concrète, oui. Donc oui, oui, exactement. Tout à fait. On peut toujours essayer de penser aux autres. On n'est pas obligé d'être avec les autres pour penser aux autres, oui, en effet. Donc en effet, on peut être seul, on peut avoir une solitude choisie. Par exemple, il y a des ermites dans les montagnes, dans l'Himalaya par exemple ou ailleurs, qui, méditent toute leur vie, qui sont, physiquement seuls, ouais, qui ont une distanciation, physique avec les autres, mais dans leur cœur, ils sont au contact de tous les êtres. Ouais, leur attitude est toujours tournée vers le bien de tous les êtres. Ouais. Et qu'est-ce qui peut nous empêcher justement de nous tourner vers les autres? Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui fait un blocage? La saisie, quel type de saisie? Égocentrique, exactement. Et comment l'attachement, exactement. Ouais, l'attachement à son confort, l'attachement à soi-même. On a des blocages, on a des crispations, ouais, qui nous empêchent de se tourner vers les autres, ouais. Mais malgré tout, si vous avez eu le temps pendant les vacances de lire Plaidoyer pour l'altruisme de Mathieu Ricard, les 800 pages, si vous avez eu le temps, si vous n'avez pas eu le temps, c'est pas grave, ne serait-ce que le sommaire, c'est déjà super. Hem Et il dit qu'en effet, l'altruisme, c'est quelque chose qui est inné chez l'être humain. Ouais, ça veut dire que, si on fait des tests en psychologie et cetera pour des petits bouts de chou, on en avait parlé la dernière fois, l'être humain est spontanément altruiste, ouais, depuis tout petit.
Ouais, il y a certains tests en psychologie qui ont montré cela. Et donc, on est avec ça, on est avec l'altruisme. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a des blocages, des crispations? Qu'est-ce qui fait qu'on a ça? L'éducation. L'éducation, il y a de l'acquis, en effet. On peut, en effet, avoir une éducation qui prône le repli sur soi, et cetera, hélas. Et donc ça peut parfois, en effet, faire un frein, par rapport à l'altruisme. Ouais, vous êtes d'accord? OK. OK. Et aussi, certaines, discriminations qu'on fait intérieurement, oui, des discriminations très superficielles. Ouais, par exemple, justement, ces études en psychologie dont parle Mathieu Ricard, disent que même si, le petit bout de chou, il aime bien le gentil nounours, si ce gentil nounours mange des cornflakes d'une autre marque que lui ou, des cornflakes qui ne sont pas les mêmes que, celui qu'il mange, il va préférer le nounours qui mange les mêmes cornflakes que lui. C'est bizarre, hein? Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, mon territoire, mon clan, ma famille, mon ethnie, mon club de foot, et cetera, et cetera. Et donc et forcément, s'il y a mien, il y a le leur. Il y a le nôtre et le leur. Et donc ça crée des discriminations qui sont extrêmement artificielles, extrêmement superficielles. Ouais, Est-ce que oui, exactement. Ouais, on dira que en psychologie bouddhiste, une vue est nécessairement erronée dans le sens où, il y a quelque chose il y a une certaine distorsion dans une conscience conceptuelle, mais, une vue n'est pas nécessairement fausse. Par contre, là, oui, c'est une vue fausse, en effet, de se dire que, hem, les aspects artificiels, superficiels et cetera sont, les plus importants. Dans ce cas-là, c'est une erreur, en effet. Ouais. Et donc, comment on fait pour pallier à ça? Comment est-ce qu'on fait pour, franchir ces murs qu'on a dans la tête? Escalade? on on Les médite, identifier. Il faut les identifier déjà, exactement, oui. Myriam, tu avais quelque chose? on médite, Là, quoi? on médite. Ah, j'avais compris la musique. Aussi. Oui. Oui, on médite, on s'entraîne à cultiver un nouveau regard. Oui, C'est ça la méditation. La méditation, c'est pas, nécessairement rester assis et ne penser à rien, surtout pas d'ailleurs. Et se dire: «Voilà, on se met en vacances pendant 1 heure, une demi heure, 20 minutes» et cetera et cetera. Ouais, la méditation, c'est cultiver délibérément certains états d'esprit, ouais. Ouais, c'est ça que ça veut dire la méditation, ouais. OK, et donc en effet, il faut d'abord identifier quelles sont nos crispations, quels sont nos blocages. Qu'est-ce qui m'empêche heu, de faire passer mon, plaisir, mon confort et cetera après celui d'autrui? Ouais, parce que je me considère comme le plus important que les autres. On peut avoir une dose d'altruisme, hein, comme on a dit, les bébés ont ça depuis tout petit. Mais hélas, il y a aussi cette, ce regard uniquement tourné sur soi où on prend certaines mauvaises habitudes à, nécessairement passer avant les autres. Surtout, voilà, quand vous descendez, d'un train, d'un métro et cetera et cetera. Regardez, comment, parfois les gens se comportent. Par habitude, c'est simplement par habitude. Ouais. On prend des habitudes où on se considère comme la personne la plus importante. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'une seule personne, comparée à un nombre incalculable de personnes, comment est-ce qu'une seule personne pourrait être plus importante? Ouais. Entre une personne et 10 personnes, qu'est-ce qui compte le plus? 10. Entre une personne et 1000 personnes, qu'est-ce qui compte le plus? Des questions débiles, hein, c'est pour que j'ai le temps de voir monter. Désolé. Entre une personne et 3 milliards de personnes? 3 milliards de personnes. Entre une personne et une infinité d'êtres? Une une infinité affinité. d'êtres. Ouais, le calcul est vite fait. Le calcul est vite fait. Et donc ça devrait être évident. Ça devrait être évident, non? C'est pour ça que ça Santé Dalai Lama, à chaque fois qu'il va donner une conférence, à chaque fois, il va parler de ça. Il dit: «Je ne suis qu'un seul être humain au milieu de 8 milliards presque d'êtres humains». Ouais, et donc ça permet de, niveler un petit peu les choses, non? Parce que, si on se considère plus important que les autres, on peut avoir, bien sûr, l'égocentrisme, l'orgueil, l'arrogance et cetera, oui.
Et donc, ces états d'esprit nous font du mal, non? Même si elles donnent l'impression de nous aider sur le moment, ouais, quand on se dit: «Bah oui, je suis le top du top et cetera, je n'ai rien à apprendre, j'ai déjà tout appris» et cetera et cetera. Ça semble être une aide, hein, ça semble être une confiance en soi, alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Ça veut dire qu'on a un vide intérieur immense qu'on essaie de combler par quelque chose de très, très artificiel, très factice. Ouais, vous êtes d'accord? Et donc, dans ce cas-là, on essaie de, justement cultiver la vue juste, un regard réaliste sur les choses, ouais. Ça veut dire qu'on ne peut pas nier le fait que les autres sont plus nombreux que soi-même. On peut pas le nier. Ouais, on peut, être nul en maths comme moi, mais se rendre compte que 10 est plus important que 1, que 1 000 000 est plus important que 1, qu'une infinité est plus importante que 1. Ça, c'est facile. Non, il y a pas besoin de faire maths sup. Ouais? Oui? Si une personne a le droit de bénéficier de cette offre, Oui. imaginons, est-ce qu'il vaudrait mieux nourrir 1000 personnes ou offrir son repas à un Bouddha? Ça, c'est très compliqué. Merci d'avoir posé cette question. OK. Quand est-ce qu'il revient, Guy Loden? Faudra lui poser à lui, non? Donc la question c'est, si une personne a la capacité d'aider, 1000 personnes, 1 000 000 de personnes, voire même une infinité de personnes, un Bouddha a la capacité d'aider un nombre incalculable de personnes. Est-ce qu'il vaudrait mieux, si on devait faire le choix, plutôt donner à cette personne plutôt qu'à 1 000 000 de personnes? C'est compliqué. Est-ce qu'on pourrait pas prendre un petit pourcentage? En donner un pourcentage au Bouddha et un maximum aux êtres parce que en effet, si vous avez déjà entendu des enseignements bouddhistes, hem, vous avez déjà entendu qu'en effet, il y a 2 champs de mérite, 2 destinataires de nos, pensées bienveillantes qui nous font accumuler des mérites, une énergie positive, ouais. Donc non seulement les Bouddhas, mais aussi tous les êtres. Pourquoi tous les êtres? Oui, Parce que exactement. Ils sont responsables de notre bonheur aussi. Mmh. Et aussi, pourquoi est-ce qu'il y a des Bouddhas? Parce qu'il y a tous les êtres. Les Bouddhas ont voulu obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Ouais. Et donc, si les Bouddhas existent, c'est grâce à tous les êtres. Si nous avons de quoi manger, de quoi nous vêtir, de quoi nous loger et cetera, c'est grâce à tous les êtres, exactement. Si on a obtenu du point de vue bouddhiste, on a obtenu une précieuse existence humaine. Ouais, une existence humaine qui, nous permet d'avoir suffisamment de loisirs pour nous concentrer sur ce qui est important. Ouais, développer notre esprit. Ouais, transformer nos attitudes. Obtenir plus de bonheur, aider les autres à obtenir plus de bonheur et cetera. Cette précieuse existence humaine nous permet cela. Ouais, pourquoi est-ce qu'on a obtenu cette précieuse existence humaine? Quelles sont les causes? Ouais, générosité, aspiration et Mérite. et l'éthique. Exactement. En effet. Waouh, là, on voit qu'il y a du lourd. OK, très bien, on a affaire à des érudits, c'est super! OK. Très bien, en effet. L'éthique est primordiale. Ça veut dire que si on veut obtenir une renaissance supérieure, qu'elle soit humaine ou pas d'ailleurs, hein, ça peut être dans les sphères de la forme ou du sans-forme, on a besoin de l'éthique, ouais. C'est ce qu'avait dit, le Bouddha lui-même, mais Arianagarjuna en parle aussi dans le Ratnavali quand il dit: «Dhanat Boga Sukham Shilat». Ouais, il dit: «De la générosité viennent les possessions et de l'éthique, le bonheur des renaissances supérieures». Ouais, et donc l'éthique, c'est quoi? C'est acheter bio, c'est la conscience morale, garder les préceptes, ça peut être ça, en effet, si on a pris des vœux monastiques ou laïques, s'y tenir, exactement. Et au minimum, le minimum syndical, c'est quoi? Pas le faire mal. L'intégrité, oh, ça j'aime bien ce mot-là, oui. Quoi d'autre? J'ai entendu quelqu'un qui parlait. Exactement, oui, et s'abstenir des négativités, ouais, des négativités du corps, de la parole et de l'esprit. Ouais, par exemple, les négativités du corps, c'est, bah, tuer, voler et cetera, ouais. Tuer qui? Les autres. Voler qui? Les autres. Ouais, la parole. Mentir à qui? Diviser qui? Les autres. Et donc si on a accumulé des actes éthiques par le passé, c'est grâce aux autres. Non? OK, donc ça veut dire que grâce aux autres, on a pu obtenir cette précieuse existence humaine.
S'il n'y avait pas eu les autres, il n'y aurait pas eu de Bouddha, il n'y aurait pas notre précieuse existence humaine. Et on aurait une vie très fade de n'avoir personne à qui penser, personne à qui envoyer des pensées de bienveillance, de compassion, etc. Ouais, si on pouvait avoir de la compassion ou de la bienveillance que pour soi-même, ce serait déjà énorme, mais ce serait extrêmement pauvre, non? Alors que être en mesure de donner non seulement de la bienveillance et de la compassion pour soi-même, mais aussi tous les êtres, dans ce cas-là, c'est une bouffée d'air frais, non? Notre horizon s'ouvre, ouais, ça sent plus le renfermer. OK, donc l'éthique, en effet. L'éthique et en effet, les actes de générosité, de patience, et cetera, qui permettent de compléter le tableau, ouais. Et puis, bien sûr, les prières d'aspiration pour orienter cette énergie positive, ouais, exactement. Ouais. Et donc, en effet, l'éthique, on parle de, faire attention à ses actes physiques, verbaux et mentaux, mais on pourrait dire que le boss, c'est quand même le mental, ouais, c'est quand même l'esprit, ouais. C'est lui le boss, c'est lui le patron. Normalement, ouais. Le problème, c'est que, en l'état actuel, l'état ordinaire, naturel des choses, c'est que, heu, notre esprit est lui-même sous le pouvoir des afflictions, des états d'esprit malsains, des pensées désordonnées et cetera. Ouais, souvent on est à côté de la plaque. Souvent on pense que, on projette tellement de choses sur l'extérieur, sur les gens et cetera. On projette tellement de choses. C'est énorme. C'est ce que dit tiens d'ailleurs je voulais vous en parler. C'est ce que dit aussi en particulier Lama Yeshe dans ce livre qui est vraiment exceptionnel. C'est publié par les éditions Mahayana. Découverte du bouddhisme, l'esprit et son potentiel. C'est facile à lire, c'est vraiment très, très intéressant et je vous en parle parce que je vais donner justement la découverte du bouddhisme, le programme d'études, en Suisse, au centre Gunung et ce sera aussi sur Zoom si ça vous intéresse et donc pour apprendre ce qu'est la nature de l'esprit, comment transformer son esprit, ce qu'est le karma, ce qu'est le maître spirituel, jusqu'au tantra et donc c'est vraiment extrêmement structuré. Donc c'est pour ça que je vous en parle, je fais un petit peu ma pub personnelle. Et donc c'est bien sûr, c'est fait par la FPMT, c'est extrêmement structuré. Et sûrement, j'espère sinon directement aux éditions Mariana. Ouais, voilà exactement. Et donc il y a beaucoup de points intéressants. Et donc, justement tout ce que, j'évoque ici, il y a pas mal de choses qui viennent de ça, mais de la tradition bouddhiste en général. Ouais. Et donc on disait l'esprit est le boss, mais si lui-même il est l'esclave de ses propres, états d'esprit malsains, dans ce cas-là, ça engendre toutes les catastrophes qu'on peut voir quand on regarde les infos. Ouais, on a, bousillé presque la planète, c'est à cause de quoi? L'attachement obsessionnel. Ouais, on veut obtenir ci et ça et ci et ça et on ne cherche pas nécessairement à comment dire? À penser sur le long terme. Ouais, ou parfois on pense sur le long terme, mais en faisant une confiance, presque, surréaliste aux générations à venir, en se disant: «Oui, ils seront capables de tout réparer». Tout le bazar qu'on met, ils seront capables de tout réparer de toute façon. Ouais, donc parfois on fait un petit peu, on se décharge un petit peu sur la responsabilité des générations à venir. Et donc pourquoi? Parce qu'on a un attachement obsessionnel. On veut assouvir nos attachements obsessionnels tout de suite, maintenant. Comme des junkies. On est comme des junkies. Ouais, c'est ce que dit la vénérable Robina. On est comme des junkies. Ouais. Ça veut dire que c'est les objets sensoriels sont un petit peu, comme les tests sur les rats. Il y a eu des tests sur les rats qui sont junkies d'ailleurs, hein, ils sont, cocaïnomanes et on leur propose soit du sucre, soit de la cocaïne. Et ben, ils vont aller vers le sucre, bizarrement. Ouais, le sucre est encore plus addictif que la cocaïne chez les rats. Chez les êtres humains, j'en sais rien. J'ai pas testé. Mais, en effet, on peut voir que la gratification immédiate de sensations gustatives, tactiles et cetera, c'est tout ce qui compte. Non? On a l'impression que le bonheur ne relève que là-dessus, ne repose que là-dessus. Alors que, si on constate par exemple des gens qui justement transforment leur esprit, des maîtres spirituels comme Saint Dalai Lama et cetera, qui transforment leur esprit, qui sont capables d'être heureux avec peu, qui sont satisfaits facilement, parce qu'ils ont une immense richesse intérieure. Ouais et donc, ce ne sont pas eux qui vont dévaliser les rayons des supermarchés. Même s'il y a leur biscuit favori, des choses comme ça, ils vont pas nécessairement,
vider les rayons des supermarchés. Ils savent qu'en effet, on a besoin de suffisamment de confort, mais le bonheur ne réside pas exclusivement dans le confort immédiat et dans l'assouvissement immédiat de nos sens. Vous êtes d'accord? Waouh! Vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein. Je vous encourage à ne pas être d'accord, hein, comme ça on pourra, débattre. OK. Est-ce que ça vous parle jusqu'à maintenant? Ouais? Si ça vous parle Oui. pas, s'il y a des choses qui vous semblent un petit peu, farfelues, vous pouvez les mettre de côté, facilement, ouais? OK, très bien. Et donc, en effet, on essaie de cultiver ce type de regard, on essaie d'analyser les choses, ouais, d'employer notre faculté de raisonnement, ouais, parce qu'il y a des choses qui se manifestent justement à nos sens, mais on hallucine facilement, ouais, on hallucine facilement. On projette beaucoup de choses, hein, sur les gens, sur les choses et cetera. Ouais, et donc pour contrecarrer ça, il faut, justement cultiver un juste regard sur les choses, une perspective réaliste sur les choses. Et bien sûr que il ne suffit pas de l'avoir compris en se disant: «Ah bah ouais, ce qu'il raconte, oui, c'est plutôt logique et cetera». C'est bien sûr important de le comprendre, de faire de générer ce qu'on appelle la connaissance ou la cognition valide dans la tradition bouddhiste. C'est un état d'esprit qui est en accord avec la réalité, mais encore faut-il se familiariser avec ce regard. Parce que si on dit: «Ah ouais, OK, c'est logique, c'est super, ciao, au revoir, on va faire autre chose, on va penser à autre chose», dans ce cas-là, ça va pas rester dans notre esprit. Alors que si on se familiarise délibérément avec ça va être une seconde nature. Ouais, ça va être une seconde nature parce que l'esprit, il va dans la direction dans laquelle on l'entraîne. Ouais. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on s'est entraîné, on a médité d'une certaine manière sur la colère, l'orgueil, la jalousie, l'attachement, l'ignorance, la confusion, et cetera, ouais. Donc forcément, c'est très facile pour notre esprit d'y aller parce qu'il a tellement l'habitude de ça. Ce n'est que sa réalité quotidienne. Par contre, essayer de renverser un peu la manœuvre et cetera, sur le moment, ça engendre certains conflits intérieurs d'une certaine manière, ouais. Quand on change d'habitude, c'est pas très confortable, Mmh. non? Quand on commence à changer une habitude, ouais. Quand, on commence à arrêter la clope, par exemple, ouais. C'est pas très agréable parce que ça on a une forme de manque et cetera, ouais. Et une fois qu'on a définitivement arrêté, c'est beaucoup plus confortable, ouais. Quand vous voyez les gens qui sont dans le train, dès qu'il y a une gare et cetera, le train reste 2 minutes et après ça empeste tout le wagon et cetera. Et moi je me dis: «Eh mais j'étais comme eux avant». Je faisais exactement la même chose, je roulais ma clope très, très rapidement quand je savais qu'il y avait une gare et cetera pour tout de suite aller cloper. Et maintenant c'est la liberté! Et maintenant c'est la liberté. C'est le Bouddha qui appelle pour dire, «Il raconte n'importe quoi». Donc au début, il y a une forme de crispation. C'est un petit peu, par exemple, Venerable Geshe Gyangyul, qui dit qu'en effet, heu, l'éthique justement, c'est ce qui nous permet de commencer à freiner notre train. C'est comme si on était dans le train qui va à l'opposé de la direction dans laquelle on souhaite aller. Nous, on veut aller vers le bonheur et notre train nous emmène vers la souffrance. Et donc qu'est-ce qu'on doit commencer à faire? Freiner. Et quand le train freine, il y a une friction. Il y a une forme d'inconfort pour les pour les roues et cetera. Des fois même ça sent le métal, chaud, non? Des fois ça sent dans surtout les trains indiens, mais parfois aussi, la SNCF en France. Et donc il y a une friction. Dès l'instant où on freine, il y a une friction nécessairement. Donc quand on commence à changer nos habitudes, il y a un inconfort. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut voir les choses sur le long terme. C'est-à-dire, combien de liberté on va gagner? Combien de liberté on a déjà gagné en changeant déjà certaines habitudes, non? Si vous examinez les choses, essayez de faire un retour, un petit bilan, chez vous-même, en vous-même, dans votre histoire, quand vous avez essayé de vous passer d'une habitude, nocive. Ah, parce qu'il y a des habitudes qui sont bonnes, donc pourquoi vouloir, s'en débarrasser? Même si l'habitude, il faudrait qu'on en reparle, mais il y a le syndrome de l'amateur dont il faudrait qu'on parle. Mais en tout cas, les habitudes nocives, en tout cas, quelles sont les habitudes nocives que vous avez abandonnées? Au début, on se rend compte que c'est en effet, c'est presque
douloureux d'une certaine manière, ouais, comme quand on est, enfin moi j'en sais rien, mais quand on se désintoxique de certaines choses, bah oui, par exemple pour le tabac et cetera. Donc on se rend compte qu'en effet, au début c'est douloureux parce qu'on a un manque et cetera. Mais sur le long terme, au contraire, on va beaucoup mieux. On a plus de liberté. De toute façon, c'est simple quand on parle de l'attachement. L'attachement, ça veut dire quoi? C'est avoir pieds et poings liés, c'est être aliéné. C'est ça que ça veut dire l'attachement, non? C'est avoir des liens. Alors que si on est dans le détachement, on est en train de couper ces liens. Qu'est-ce qu'on gagne? De la liberté, non? Et donc on est beaucoup plus détendu, beaucoup plus tranquille. Ouais, ça vous parle? Mmh. Waouh! On a bien fait de venir. Ça, c'est vraiment de l'expérience, de l'expérimental. Il y a bien sûr de la théorie. Parfois, le bouddhisme est un petit peu technique. Oui, il y a du vocabulaire, il y a des choses, il y a du débat, il y a de l'analyse, il y a tout ça. Mais il y a aussi de l'expérience. Il faut que ça repose sur l'expérience. Ouais, sinon, c'est une théorie qui chasse une théorie, qui chasse une théorie, etc. Ouais, donc il faut essayer à chaque fois appliquer cela à notre expérience. Quand on médite, il faut parfois être grandiose dans notre façon d'analyser les choses. Ouais. Il faut, être créatif. Ouais. Il faut, heu, prendre des récits soit vrais, par exemple, vous regardez des films qui sont des histoires vraies et cetera, vous pourrez en tirer une grande leçon. Ouais, quand vous lisez par exemple, Les Figures de l'ombre ou, Simone Veil, ou quand vous regardez, j'ai pas vu encore l'Abbé Pierre, mais il paraît que c'est magnifique, très inspirant. Si vous regardez Green Book et cetera et cetera. Ouais, il y a des films comme ça qui sont, basés sur des histoires vraies et qui, inspirent énormément. Et donc il faut utiliser ça pour notre méditation, sinon ça devient fade, notre méditation, ouais. Si on est là, on se dit: «OK, faut que je médite sur la prise de refuge. OK, Bouddha, Dharma, Sangha et cetera, bodhicitta et cetera, bla. Au bout de quelque temps, on va se dire: «Mais ça fonctionne pas, pourquoi?» Parce que c'est fade, parce qu'il manque le ressenti, l'inspiration. Il faut se laisser inspirer par les choses. Ouais, grâce à notre expérience, grâce, à tout ce qu'on peut voir autour de nous. Ouais, tout ce qu'on peut voir dans notre histoire et cetera. Ouais, ça vous parle? Ouais, là, c'est très important de faire comme ça, ouais, parce que sinon notre pratique méditative, elle peut, s'essouffler et on peut se dire: «Ah oui, non, finalement, je vais peut-être faire autre chose, je vais peut-être faire de la musique, je vais peut-être, faire autre chose, je vais peut-être faire du macramé», et cetera. Donc c'est bien, hein, de faire de la musique et du macramé, mais est-ce que c'est la solution à tout? Je ne sais pas. Après, la pratique spirituelle n'est pas toujours non plus la solution à tout, hein. Si vraiment on a une difficulté très lourde, il ne faut pas hésiter à consulter des gens dont c'est la profession. Mais si on peut en plus, essayer de transformer son esprit d'une manière structurée, parce qu'en effet, il faut être créatif pour la méditation, mais pas au point de se dire: «Oui, j'ai pas besoin d'étudier ce qu'est la méditation, je vais me poser sur un coussin et penser à n'importe quoi, ce sera la méditation». Pas du tout. Ouais, c'est un petit peu, un mélange entre, l'art et la technique. Ouais, il faut avoir une certaine technique pour méditer, bah, pour autre chose d'ailleurs, hein. Si vous faites de la musique, il faut maîtriser, il faut pas faire de fausses notes et ensuite il faut se laisser inspirer par, l'art lui-même, ouais, une fois que vous avez une certaine maîtrise de la technique. Pour la méditation, c'est pareil. Ouais, pour n'importe quel domaine, c'est pareil. Ouais, le bonheur, c'est une technique. Le bonheur, ça s'apprend. Ouais, la paix intérieure, ça se cultive. Ouais, ça tombe pas du ciel. OK, très bien. Très bien, très bien. Est-ce que vous avez des interventions, des questions, des choses qui sont pas claires par rapport à ce qu'on a dit? Je surveille s'il y a des sourcils froncés ou pas. Non? Tout va bien? OK. Très bien, très bien. OK, donc le thème, bah, c'est un thème à peu près, similaire, hein, à ce qu'on a fait les fois dernières. C'est comment, on peut utiliser justement la méditation pour aller mieux au quotidien, pour essayer de grandir intérieurement. Il faut, se dire qu'il est possible de grandir intérieurement, ouais. De voir que notre, personnalité, nos habitudes, nos façons de fonctionner ne sont pas gravées dans le marbre. On change, regardez autour de vous, les gens changent, ouais. Alors parfois, hélas, avec certaines mauvaises habitudes, ils changent, pas nécessairement bien, mais vous voyez des gens qui changent en mieux sur le long terme. Ouais, vous pouvez regarder vous-même, vos habitudes ont changé. Ouais, vous vous êtes amélioré. Ouais. Dans certains contextes et cetera, ouais. Et donc ça veut dire qu'on est perfectible. Notre esprit est perfectible, on peut se perfectionner progressivement. Ouais.
Et donc on peut décider de le faire. Ouais. On peut, soit espérer, prier le Bouddha et cetera, que les êtres se comportent exactement comme on le souhaite, du jour au lendemain, soit, commencer à transformer notre perception des choses, ouais. Qu'est-ce qui est le plus réaliste? De changer sa perception. Hein? De changer sa perception. De changer sa perception, exactement. Ouais. Et donc si on transforme sa perception des choses, quelle que soit la façon dont les autres se comportent, on générera une compréhension. On ne prendra pas les choses de manière personnelle. Ouais, si quelqu'un nous regarde de travers, si quelqu'un nous grille la priorité, si quelqu'un nous, sort avant nous du métro et cetera, on va développer de la compréhension, de la compassion. Et donc la compassion, si on a de la compassion dans notre état d'esprit, comment est-ce qu'en même temps on pourrait avoir de la haine, du ressentiment? Comment c'est possible? Ouais. Et donc on peut délibérément cultiver la compassion, mais la compassion, elle se cultive à condition de comprendre les autres. On peut pas juste dire: «Bah, aimez-vous les uns les autres, ciao, au revoir». Comment on fait? Comment on fait pour s'aimer les uns les autres, pour le vivre ensemble, pour les comportements prosociaux? Comment est-ce qu'on fait? En développant une vue juste, ouais, en développant l'esprit critique, en analysant les choses, ouais. Et donc il faut faire un bilan de temps en temps, essayer de voir est-ce que, mon regard est plutôt en accord avec la réalité ou pas? Ouais. Si on se dit: «OK, n'importe quel individu cherche le bonheur, c'est sa raison d'être, c'est sa raison de vivre», quelles que soient ses activités toutes ces activités sont tournées vers ça. Une fois, je me souviens, j'avais donné un cours de méditation, mais j'en avais parlé l'autre jour, je me répète. J'avais donné un cours de méditation à Pau et il y avait juste à côté, il y avait c'était un club de danse. C'était du hip-hop, quelque chose comme ça. Et donc forcément, les murs sont très fins, hein, entre et donc justement, je parlais aux gens de comprendre l'autre et cetera et en fait, on essayait de méditer et cetera, mais il y avait la musique et tout et les gens qui boum, boum, boum et cetera avec les pieds sur le parquet et en fait, ça n'a pas trop perturbé notre méditation d'une certaine manière, notre session où moi j'ai beaucoup parlé aussi en même temps, hein, comme d'habitude. Et donc finalement, au lieu qu'on soit là dans le ressentiment: «Oh là là, ils font du bruit» et cetera, on s'est dit: «Beh, c'est leur occasion d'être heureux». Parce qu'ils trouvent le bonheur ou au moins une forme de plaisir là-dedans, une forme de bonheur très temporaire, bah, tant mieux pour eux. Plutôt que d'être uniquement tourné sur soi: «Ah là là, faut que je médite à tout prix et cetera et les autres me gênent et cetera, on va aller, balancer leur sono par la fenêtre et cetera». Qu'est-ce qu'il y a le plus réaliste? Laisser les autres être heureux avec leur hobby et cetera et ne pas se laisser, perturber trop par ça. Avoir plus d'espace intérieur, plus de liberté intérieure, plus de compréhension, plus de compassion et cetera et là, c'est déjà gagné. Là, on se tourne déjà vers une solution, non? Ouais, mais en effet, ça se cultive au quotidien. Donc pour la méditation, l'idéal, c'est d'avoir, quelque chose d'assez régulier. Ouais, la méditation, c'est bhavana en sanskrit, ça veut dire cultiver l'esprit, ouais, gom en tibétain, ça veut dire familiariser l'esprit. Ouais, familiariser l'esprit et donc la familiarisation, elle dépend d'un entraînement. Bah, comme pour la musique. Vous pouvez pas jouer un magnifique solo de guitare de Deep Purple ou de Clapton comme ça du jour au lendemain, c'est pas possible. Ça demande de l'entraînement et l'entraînement parfois est un petit peu rébarbatif, ça peut arriver, ouais, faire des gammes, c'est pas très intéressant. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, une fois qu'une certaine technique est acquise, après on peut se laisser inspirer et faire des trucs un peu sympas. Pour la méditation, c'est pareil. Il faut essayer de s'astreindre à une certaine discipline, se dire: «OK, je me consacre un certain temps», pas beaucoup, hein, parce que parfois, on a des espoirs irréalistes, on se dit: «Voilà, je vais être Eric Clapton du jour au lendemain». Non, on peut pas être un Milarepa ou un Dalai Lama et cetera du jour au lendemain, c'est pas possible. Donc il faut faire peu, mais de manière régulière, de manière constante. Ouais, de faire en sorte que l'esprit prenne plaisir à méditer, ouais, que la méditation soit pas que utile, il faut qu'elle soit agréable aussi. Ouais, donc il y a beaucoup de types de méditation qui peuvent être, employés. Hem L'idéal, c'est d'observer dans son esprit, quelle est la casserole la plus grosse dans notre vie? Ouais, est-ce que j'ai plus d'orgueil? Est-ce que j'ai plus de paresse? Est-ce que j'ai plus de jalousie? Est-ce que j'ai plus de confusion, d'attachement et cetera? De voir, hem,
comment dire, le trait de caractère ou l'état d'esprit qui fait le plus obstacle dans notre vie et de s'attaquer à celui-là en premier. Ouais, c'est pour ça qu'on a parlé des antidotes, hein. L'autre jour, on a parlé des antidotes. Se dire, OK, contre la jalousie, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que vous allez cultiver? La générosité, ouais. La compassion, oui. Ou la réjouissance. Ouais, ça veut dire qu'en effet, ça va ensemble. Ça va ensemble. La compassion, la générosité. La réjouissance, c'est une forme de générosité. Ouais, c'est une forme de compassion. On se dit, oui, les personnes vis-à-vis desquelles, habituellement, il y a quelqu'un qui arrive en retard. Non, ah non, ah, c'est la caméra qui s'est coupée. Si tu veux partir, Paola, tu as le droit, hein. Ne demande Ah pas non, l'autorisation. j'ai 8 minutes encore. Ouais, super, 8 minutes. Ouh là là, faut que je te dise des trucs intéressants. À tout prix. Et sinon, tu Alors, auras le rythme. Jimba, avant, j'ai une question. En fait, j'essaie de pratiquer les antidotes, mais à un moment, je me sens fausse parce que la situation, ça m'échappe trop ou me prend trop. Et j'essaie de forcer un peu, mais je me sens fausse. Donc, à ces moments-là, je préfère prendre un peu de retraite, Oui. mais pas insister trop, parce que sinon, ça m'a fait l'effet contraire. Je me sens quelqu'un qui ment. Je sais Hmm. pas Oui. si tu comprends. Ouais, c'est quand justement l'inspiration n'est peut-être pas là et qu'on se dit il faut que je me dise comme ça parce que bah, soit quelqu'un me l'a dit, soit mes enseignants me le disent, soit parce que c'est marqué dans les bouquins, parce que le Bouddha l'a dit, etc. Donc il faut à tout prix que je médite, ou parce que ça me semble cohérent, ça me semble logique, etc. Mais en effet, il faut garder cette inspiration et, et trouver le juste milieu, ouais, mais par rapport à la durée. Ouais, de pas faire trop bref en se disant: «Oui, OK, je vais méditer 2 minutes» et puis, non, il faut essayer de trouver, une forme de qualité dans la méditation plutôt que la durée de la méditation et c'est la qualité qui compte. C'est jusqu'à quel point ça marque notre esprit. Ouais, une méditation de 5 minutes parfois peut être beaucoup plus efficace qu'une retraite d'un week-end ou d'une semaine. Mm. Parce que parfois justement on peut être un petit peu, dans les la méditation un peu fade, un peu, automatique, un petit peu, lyophilisée. Mais aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'au début, de toute façon, en étant un être ordinaire, enfin, en tout cas, moi, j'en suis un, toi, je sais pas, mais en tant qu'être ordinaire, au début, on commence par, quelque chose d'un petit peu factice. Ouais, c'est ce que disent les anglophones, ils disent, «Fake it until you make it». Ouais, il faut le simuler jusqu'à ce qu'un jour, ce soit vraiment quelque chose d'effectif. Donc au début, c'est artificiel. Développer l'altruisme, le bodhicitta, la sagesse de la vacuité, et cetera, si on nous demandait, que ce soit spontané et quelque chose de ressenti dès le départ, ce serait, une demande, irréaliste et comment est-ce que, le Bouddha pourrait nous demander ça d'ailleurs? Ouais et donc au début, on est obligé de le simuler d'une certaine manière. C'est un peu factice au début, c'est artificiel, c'est fondé sur un entraînement intellectuel et cetera, qui est censé générer un feeling, un ressenti. Mais ce ressenti, il dépend d'un entraînement méditatif. Le jour où ça deviendra spontané, dans ce cas-là, on pourra se dire que c'est une réalisation. Et tant que c'est pas une réalisation, il faut s'entraîner encore et au début, c'est un petit peu factice. Ça peut donner l'impression, ouais, c'est tout à fait normal. D'accord, merci. Mais après, ce qui compte, c'est en effet, c'est la durée de la méditation. Ouais, de faire de brèves sessions répétées pour éviter de lasser l'esprit. Et puis, parfois de favoriser un environnement, hem propice. Ouais, il y a des gens qui, par exemple, moi j'adore méditer dans la nature. Donc parfois un petit rayon de soleil, un arbre, un petit jardin et cetera, l'eau qui coule à côté et cetera. Hem, ou simplement, ça peut être dans sa chambre, mais ce qu'il faut, essayer de conserver, c'est une forme d'atmosphère de méditation. Ne pas être trop occupé à ce moment-là, ne pas trop penser à ce qu'on va faire juste après et cetera et cetera. De se laisser du temps, de se dire: «OK, je vais reprendre mes activités habituelles de la journée, mais ce moment-là où je décide de méditer, je me prends cette atmosphère intérieure pour, me transformer» et pour le bien de tous les êtres, hein. Ça c'est à chaque fois avec cette motivation-là. Ouais, ouais, c'est très important.
Ouais. Et parfois, il n'y a pas besoin d'avoir une posture vraiment spéciale et tout. On peut simplement être assis sur un banc et puis d'essayer de repenser à quelque chose qui nous aide. Ouais, on peut même prendre un bouquin comme support de méditation. Hein, c'est ce que dit sa sainteté. Il dit, quand on lit, c'est une forme de méditation. On est attentif à ce qu'on lit et on essaie d'analyser ce qu'on lit, de ne pas gober tout simplement parce que c'est un tel ou un tel qui l'a dit, mais de le remettre en question et de voir à quel point ça nous semble cohérent. Et si ça nous semble cohérent, de toute façon, notre esprit va vouloir se diriger vers ça, non? Sí. C'est là où la psychologie bouddhiste est très, très, raffinée. C'est que, on a différents facteurs mentaux, ouais, on a des états d'esprit, alors je vais forcément, vous interroger. On a combien de facteurs mentaux? Combien? 84 000. Combien? 51. 51! Ouh là là, ouh là là, il y a des gens qui ont étudié. Ouh là là, OK. J'aurais dû me préparer un petit peu plus que ça. Très bien, 51. Parmi les 51, donc, qu'on a selon les différents abhidharma, bien sûr, il y a des abhidharma où il y en a 56, et cetera. On peut dire 84 000, c'est un terme générique pour dire beaucoup. Ouais, donc on a beaucoup de facteurs mentaux. Et ceux qui sont répertoriés, il y en a 5 qui sont omniprésents, qui sont toujours là dans notre esprit. Ouais, que ce soit une conscience mentale, une conscience visuelle, auditive, olfactive, gustative, tactile, on a de toute façon en minimum syndical 5 facteurs mentaux. Oui, qui sont? C'est l'essence. Ah, c'est intéressant ça. OK. Donc pour mettre les choses à plat, on a combien de consciences? Et 8, on a un Chittamatra qui vient de se 6. dévoiler. Sinon 6. OK. OK. Donc 8, c'est huit. spécifique. Ah non, 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 je disais pour, comment il s'appelle? Thomas. Pour Thomas, en fait, parce qu'il a dit 8. Mais Paola, en effet, tu es plus Prasangika. OK. Non, c'est la plupart des écoles philosophiques bouddhistes vont dire 6. 8, c'est pour une sous-école du Chittamatra, ouais, de l'école de l'esprit seul, ou encore dans la tradition Nyingma, ouais, où l'abbé Shantarakshita avait fait une synthèse. À bientôt, Paola. Sí, lo À bientôt. siento. Ciao. Au revoir. À la prochaine. Où, en effet, l'abbé Shantarakshita avait fait une synthèse entre la voie médiane et l'école de l'esprit seul. Et donc, ça a donné le Yogacara Svatantrika Madhyamaka. Et donc, pour eux, il y a aussi une explication de 8 consciences. Normalement, tel que c'est interprété chez les Gelupa, le Yogacara n'accepte que 6 consciences. Mais en fait, c'est juste des détails par rapport au point de vue philosophique. Ouais. OK. Donc, on a 6 consciences qui sont? Il y a l'esprit aussi, non? Oui, oui, les 5 sens et la conscience mentale. OK, très bien. Donc on a une conscience visuelle, une conscience, auditive, olfactive, gustative, tactile et mentale. Ouais? OK. Donc chacune de ces consciences, pour être une conscience pleinement caractérisée, doit avoir 5 facteurs mentaux, au minimum. OK, la sensation, l'identification, l'intention, le contact et l'application mentale. OK, donc vous inquiétez pas pour la terminologie. Ce qui compte, c'est que, il faut essayer de garder à l'esprit la sensation, l'identification et l'intention. Ça, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Ouais. Par exemple, qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu là? Ouais. Qu'est-ce qui, vous avez eu l'intention de venir, non? À moins que quelqu'un vous ait forcé, Sylvie? Tu pas envoyé de menaces par mail ou par téléphone? Des courriers anonymes en disant: «Si vous venez pas, il vous arrivera des problèmes». Donc ça veut dire que vous avez délibérément eu l'intention de venir. L'intention, l'un des facteurs mentaux. C'est ce qui dirige notre esprit vers quelque chose. Ouais, mais elle n'est pas tout seule cette intention. Il y a aussi l'identification et la sensation qui sont là. C'est-à-dire que si vous êtes venu là, c'est que vous avez une sensation plaisante, j'espère. Vous vous êtes dit: «Je vais peut-être, avoir des clés ou simplement me poser sur un coussin, ça va être sympa, je vais faire ma pause à midi en écoutant quelqu'un, déblatérer ses trucs et comme ça, au moins, je peux me poser pendant ma pause et cetera. Il fait chaud, on est bien, c'est confortable». Donc vous avez eu une sensation plaisante à l'avance. Vous vous êtes dit: «Tiens, ça va être sympa».
C'est pour ça que vous êtes venu. Si vous étiez dit: «Tiens, ça va ressembler à la salle d'attente d'un dentiste», vous auriez hésité à venir, non? Vous auriez eu une sensation déplaisante et donc vous n'auriez pas eu cette intention de venir. OK, donc l'intention, elle dépend de la sensation. Si on a une sensation plaisante, on va diriger notre esprit vers cela, vous êtes d'accord? OK. Si on a une sensation déplaisante, on va fuir le plus loin possible. Ouais, sauf si on est obligé d'y aller. Ouais, c'est la salle d'attente du médecin et cetera et cetera. OK. Maintenant, l'identification est très, très importante pour générer soit une sensation plaisante, soit une sensation déplaisante. L'identification, c'est quoi l'identification d'ailleurs? C'est quoi? Bien que j'ai le temps de pas remonter aussi. Des fois, on dit discrimination. Ouais, ça vous parle? Discrimination, moi je préfère identification. Ouais, Sanjna en sanskrit, ouais, l'identification, ouais. C'est ce qui nous permet, oui, C'est ce exactement, ouais, c'est ce qui nous permet de faire la distinction, la part des choses entre bon, mauvais, plaisant, déplaisant, et cetera. Pas nécessairement de désigner quelque chose, parce que l'identification, comme on l'a dit, elle peut être aussi dans une conscience visuelle, et la conscience visuelle, elle ne désigne pas, ouais. C'est la conscience mentale qui désigne, qui pense, et cetera. La conscience visuelle, elle ne peut pas désigner, ouais, elle est non conceptuelle, elle est non verbale, et cetera, et cetera. Mais elle a quand même l'identification, c'est ce qui nous permet d'identifier le vert du rouge, le haut du bas, et cetera, et cetera. Et pour le bien, le mal, le plaisant, le déplaisant, ça va être la conscience mentale qui va faire la distinction, ouais. OK. Mais en effet, chacune de ces consciences a une identification, ouais. Ça peut être, une forme de supposition correcte. Ça peut être, on se dit: «Tiens, il y a certainement, une place de parking libre par là» et on tombe dessus et on se dit: «Ah ouais, j'ai eu une bonne intuition», mais c'était une supposition correcte. Ça peut être ça. Ça peut être parfois Ça existe. Ça peut être parfois une forme de clairvoyance carrément, hein, ça peut être si vraiment c'est une intuition c'est une conscience mentale qui appréhende directement son objet, heu, et son objet n'est pas perceptible directement au sens. Ouais, donc ça peut être une clairvoyance. Donc l'intuition, ça a une zone de gris qui peut, c'est toute une palette d'états d'esprit. Ouais et l'identification est importante justement parce que, par exemple, quand on se dit, on doit mettre un petit peu de côté son propre confort à soi pour penser au confort d'autrui, c'est là où on a une sensation déplaisante, ouais. On se dit: «Oh là là, mais je préfère avoir la plus grosse part de gâteau pour moi, plutôt que la donner aux autres. Je préfère sortir du métro, moi d'abord et les autres après, parce que je suis un peu claustro» et on se trouve des raisons. Ouais et donc si on se dit qu'on doit laisser la place aux autres, on peut avoir une sensation désagréable. À cause de notre identification, puisque notre identification, dans ce cas-là, est extrêmement étriquée. Elle est uniquement tournée sur un plaisir extrêmement temporaire et extrêmement limité, le nôtre. Alors que si on identifie plus large, c'est pour ça que les Tibétains disent Samlo Gyatchewatan. Ils disent pensez plus vaste, pensez de manière beaucoup plus vaste, pensez à ce que vous pouvez gagner si vous laissez la place aux autres. Plus de liberté, plus de compassion, plus de qualité intérieure, plus d'altruisme, jusqu'à l'éveil. Grâce aux autres, vous obtiendrez l'éveil. Et donc, qui a envie de courir dans la direction opposée? Personne. Si votre identification est très vaste, vous aurez une sensation agréable. Je veux donner la place aux autres parce que c'est ça qui va me permettre d'obtenir le bonheur stable et définitif. Et donc, grâce à cette identification plus vaste, on a une sensation agréable et donc une intention d'aller se diriger vers ça. Non? C'est ça la psychologie bouddhiste. C'est pas quelque chose de très, bien sûr qu'on peut avoir des débats, extrêmement, sophistiqués parfois et même très drôles et surréalistes et cetera. Mais l'application expérimentale de la psychologie bouddhiste, c'est ça. Comment est-ce qu'on transforme notre identification? Comment est-ce qu'on ouvre notre esprit? Comment est-ce qu'on a une perception, un regard plus vaste qu'avant? Ouais, ça vous parle? Ouais? Waouh! On a doublement bien fait de venir. Ça, c'est très important. Oui? On peut décrire l'esprit par une visualisation en pensant à tous les êtres de l'univers, Bien sûr, vaste comme l'océan. tout à fait. Bien sûr. C'est Oui, exactement. On s'entraîne à
dépasser nos sens, en fait, à snober un peu nos sens, ouais, parce qu'habituellement, on n'est que dans les sens, que dans ce que nos yeux perçoivent, nos oreilles perçoivent, etc., etc. Et la plupart du temps, notre conscience mentale, elle est un petit peu neurasthénique d'une certaine manière. Elle a pas trop de pouvoir. On l'oblige à bosser pour compter, pour faire des projets, pour avoir des souvenirs, etc., etc. Mais à part ça, on l'entraîne pas beaucoup. Alors que la pratique méditative, c'est justement pour essayer de faire en sorte que notre conscience mentale soit beaucoup plus puissante, beaucoup plus, vaste, beaucoup plus autonome d'une certaine manière par rapport à nos consciences sensorielles. C'est exactement ça, ouais, et donc si on s'entraîne à visualiser tous ces êtres et à visualiser, donc visualiser, ça veut dire quoi? Imaginer, conceptualiser, imaginer leur souffrance. Ouais, tous ces êtres qui ont soif de bonheur, qui ont une soif irrépressible de bonheur et qui malgré tout ont le contraire de ça. Depuis des temps sans commencement, ils n'ont jamais eu de RTT par rapport à la souffrance. C'est incroyable. Les êtres ordinaires comme moi, on n'a jamais eu de RTT par rapport aux vraies souffrances. Depuis des temps sans commencement. Et donc si on pense à ça, on se dit: «Waouh, notre compassion naît spontanément, non? On a envie de faire quelque chose». Et donc comme on ne peut pas faire nécessairement du porte-à-porte pour faire des hugs à tout le monde, on va essayer de se transformer intérieurement pour être en mesure d'accomplir le bien de tous les êtres sur une vaste échelle, en obtenant l'éveil pour ça. Ouais, ça vous parle? C'est magnifique, c'est magnifique. Et donc là, on est gagnant-gagnant. Ça veut dire que plus on va penser aux autres, plus notre bonheur va s'en suivre naturellement. Naturellement. Ouais, c'est pour ça que dans les TCV, les villages pour les orphelins, dans le nord de l'Inde, pour les orphelins tibétains, alors je sais pas si ça existe toujours, mais à l'époque, je me souviens, il y avait marqué «Others before self», écrit en gros, hein, sur le fronton de l'école. Les autres avant soi. Pour justement, pas pour, comment dire? Pas pour faire un lavage de cerveau, hein, en disant: «Il faut à tout prix que vous le fassiez comme ça, ne cherchez pas à comprendre». Au contraire, essayez de voir la logique qu'il y a derrière. Ouais, plus on est altruiste, plus on se sent bien dans notre quotidien, et cetera. Plus, bien sûr, on obtiendra le bonheur stable et définitif. Mais déjà, sur le moment même, quand on a une activité altruiste, quand on décide d'aller voir des gens pour être utile, heu, pour, aider les autres, pour grandir intérieurement, et cetera, pour mieux comprendre déjà soi-même les choses en les formulant pour les autres, dans ce cas-là, notre motivation est nécessairement altruiste et on se sent bien, on est content de le faire. Ouais, quand vous donnez une pièce à un mendiant, vous êtes content de le faire. Vous vous dites: «J'ai quelque chose, je peux faire quelque chose d'utile». Vous avez un ressenti nécessairement plaisant. Ouais. Tout à l'heure, quand on parlait des frictions, et cetera, quand on cherche à transformer un peu ses habitudes, c'est si on devait donner 1000 balles à un mendiant, là, oui, il y aurait une friction. Mais si on doit donner une pièce, non, c'est naturel, tout le monde le fait. Ouais, et donc c'est pourquoi on essaye de repousser un petit peu sa zone de confort progressivement grâce à la méditation. Ouais, et toujours essayer d'employer cette logique, cet intellect pour développer l'affect. Parce que nous sommes des êtres intellectuels et affectifs. Ouais, nous, dans la tradition bouddhiste, on parlera de la méthode et la sagesse. Mais en réalité, de quoi est-ce qu'on parle? De l'intellect et de l'affect. Si on n'a que l'aspect intellectuel, on va pas y arriver. On va pas y arriver. Ce serait même très dangereux, comme disait saint Dalai Lama. La connaissance sans la compassion, c'est encore pire que de ne pas connaître. Ouais, on fait regardez Oppenheimer, par exemple, hein, 3 heures, il dure, mais c'est très intéressant. Très intéressant, regardez comment ça se passe. Regardez comment l'intellect humain peut, engendrer des catastrophes. Ouais, s'il y a pas, l'affect qui est, impliqué là-dedans, et c'est pourquoi, en fait, même l'intellect lui-même peut nous permettre de développer l'affect. Ouais, souvent, on met dos à dos l'intellect, on se dit: «Ah ouais, non, l'intellect et cetera, faut surtout pas réfléchir, faut rester dans le ressenti, dans l'amour, la bienveillance et cetera». Mais comme on l'a dit tout à l'heure, comment est-ce qu'on développe la bienveillance si on n'analyse pas, si on ne développe pas la compréhension? L'intellect est là pour servir l'affect. Ouais, c'est ce que disait, Victor Hugo. Il disait, «L'esprit se nourrit de ce qu'il reçoit, le cœur de ce qu'il donne». Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc ça veut dire que l'intellect et l'affect doivent aller de pair. Quand on dit méthode et sagesse dans le bouddhisme, ça renvoie à ça tout simplement.
Parfois, on emploie des grands mots, mais en fait, il faut bien comprendre ce qu'il y a derrière. Ok, est-ce que ça vous parle? Ouais, ça vous parle? Super, génial. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des arguments, des contre-arguments, voire même, vous pourriez très bien dire, non, c'est self before others. Parce que souvent on dit ça, on dit charité bien ordonnée commence par soi-même, non? Et donc, il y a certainement du vrai là-dedans, non? Donc ça veut dire que ce que je viens de dire, Ce que je pense pas, c'est qu'il faut pour donner de l'amour aux autres, il faut s'aimer soi-même. oui, Il faut avoir confiance en soi, pouvoir donner. exactement. Voilà. Oui, Devenir moine, ça fait partie de ce processus, non? C'est se comprendre, enfin, se retirer pour se comprendre soi-même avant de les autres. oui, tout à fait. Normalement. Normalement, l'idéal, c'est de commencer déjà à se comprendre un peu soi-même avant de prendre les vœux monastiques, sinon ça pourrait être catastrophique. Mais en effet, c'est fait pour ça, ouais, c'est une aide en plus, ouais, exactement. Et en effet, s'aimer soi-même, c'est très important. Parce que si on est dans le ressentiment vis-à-vis de soi-même, on se dit: «Ah, j'ai fait n'importe quoi, oh là là, je suis encore laissé piéger par mes propres émotions négatives», on s'en veut à soi-même. C'est très difficile dans ce cas-là de se tourner vers les autres. Non, dans ce cas-là, on est plutôt dans le cocooning. On essaie on se fait son petit cocon et on essaie de se faire sa métamorphose intérieure pour essayer de reprendre de souffle et ensuite d'avoir la disponibilité suffisante pour les autres. Ouais. Donc ça, c'est très important de commencer par, heu, se s'aimer soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire que ça pendant des années et des années et ensuite une fois qu'on aura bien développé ça, il faudra penser aux autres. Non, on peut faire les 2 en même temps. Faire les 2 en même temps. Se dire: «Plus je vais penser aux autres, plus mon propre bonheur va s'en suivre naturellement». Et donc dans ce cas-là, c'est pas une abnégation dans le sens où je dois surtout pas penser à moi et cetera. Non, surtout pas, surtout pas. Ouais, c'est très important de penser à soi, en même temps qu'on pense aux autres, parce que quand on dit: «Tous les êtres», puissent tous les êtres obtenir l'éveil le plus rapidement possible, on en fait partie de tous les êtres. Ouais, et c'est très important, très important. Waouh! OK, bah, on n'a même pas eu le temps de faire la prise de refuge. Normalement, c'est après cette introduction qu'on ferait la prise de refuge et que la vraie conférence devrait commencer. C'est la preuve que je parle beaucoup. Mais en effet, je suis sûr que si le Bouddha nous regarde et qu'on est en train de penser à tout ça, au bonheur de tous les êtres et à la raison, ouais, lui-même l'a dit, il a dit: «Les bhikshus, justement, les moines, devraient faire comme les érudits, devraient tester la valeur comme les érudits qui testent la valeur de l'or pour l'accepter, cette valeur, eh bien les bhikshus, les moines et cetera, devraient faire la même chose avec l'enseignement du Bouddha». Ouais. Et donc, alors bien sûr, il parle aux moines en particulier parce que c'est dans ce contexte-là, mais il parle à tous les êtres. Tous les êtres ne sont pas censés prendre, comme, argent comptant ce que le Bouddha dit. On doit remettre en question. Et donc ce qu'on a fait là, c'est la plus belle des prises de refuge. Même si c'est pas formellement, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma, la Sangha et cetera. En réalité, si alors pour les gens qui sont bouddhistes, bien sûr, la prise de refuge, c'est exclusivement pour les personnes qui sont bouddhistes. Mais si en effet on a ce ressenti-là et qu'on essaie d'analyser les choses sur la base du message du Bouddha en se disant: «Qu'est-ce qui qu'est-ce qui est dans ma réalité actuelle?» Hein? Dans ma psychologie, j'ai de l'intention, j'ai de la sensation, j'ai, de l'identification et cetera. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Pour développer plus d'état d'esprit, utile, constructif, salutaire pour moi et tous les autres, c'est la plus belle des prises de refuge. C'est la plus belle pratique pour, développer bodhicitta. Ouais, donc même si on l'a pas fait formellement, on l'a fait, dans notre cœur, d'une certaine manière. Et pour la dédicace, ouais, c'est pareil, il y a la dédicace à la fin. Et donc on peut dédier à la longue vie des grands maîtres comme Saint Dalai Lama, pour que Lama Zopa Rinpoché puisse revenir le plus rapidement possible, et puis que tous les maîtres authentiques et qualifiés puissent avoir une longue vie et une excellente santé, que tous les êtres puissent obtenir le bonheur le plus rapidement possible, que tous les peuples voient leur droit à l'autodétermination être respecté, que les êtres humains et non humains voient leurs droits être respectés, que tous les enfants aillent à l'école, garçons et filles, et qu'ils obtiennent une éducation éclairée du cœur comme de l'esprit. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, à bientôt. À Je serai sur bientôt. YouTube. Vous serez mondialement célèbre dans le quartier. À bientôt, ciao. Ciao.